Bien. Alors, on va commencer. Alors, avertissement. Toute ressemblance avec la réalité n'est pas fortuite. Si une partie des personnages sont imaginaires, le bureau de la Corélie, lui, est réel. Et le déroulement qui vous est présenté est au plus proche du fonctionnement de la Corélie, telle qu'elle va effectivement se dérouler. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Je vous écoute. Eh bien voilà, j'ai peur que ma femme essaye d'avoir la garde totale de mon enfant aussi. Elle a fait appel à une psychologue en lui expliquant que j'alimentais mal mon enfant, que je l'amenais dans des fast-foods, que mon enfant revenait malheureux des week-ends qu'il passait avec moi. D'accord. Et cette psychologue a fourni un document et j'ai peur qu'elle arrive à ses fins si on ne fait pas quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire, maître? Est-ce que vous avez rencontré cette psychologue? J'ai jamais rencontré cette psychologue. D'accord. Ni par téléphone, ni quoi que ce soit. Donc elle se base uniquement sur les dires de votre ex-femme. C'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose à faire. D'accord, en effet. Alors écoutez, je pense que le mieux, ce serait, je vous conseille de vous rapprocher, de signaler la situation à la Fédération Française des Psychologues et de la Psychologie, la FFPP, et de les informer du litige qui vous oppose avec cette psychologue qui suit votre fille. Et puis je pense qu'un avis de leur part sur la conduite de Madame Blé pourra vous être utile dans la suite de votre procès. Ils pourront vous dire que si en effet la conduite de cette psychologue est conforme aux règles au code de déontologie des psychologues et à ce qui doit être fait, si elle avait le droit de fournir une telle attestation sans même vous avoir rencontré. Très bien, eh bien je vais faire ça, alors je vais m'y atteler. Très bien. Merci beaucoup. Bon courage, monsieur Gimad. Merci. Au revoir. Au revoir. Monsieur le Président, sur les conseils de mon avocate, je viens par la présente vous signaler les agissements scandaleux d'une de vos membres. C'est inscrit sur son papier en tête. Madame Blé Aka. En procédure de divorce, je suis séparé de ma femme et père d'une petite fille, qui s'appelle Ossie, âgée de 6 ans. Actuellement, un premier jugement a organisé une garde alternée que mon ex-femme conteste. Pour ce faire, elle a récemment produit une attestation provenant de Madame Blé qui porte des accusations graves et remet en cause mon droit de garde alternée. Madame Blé, que je n'ai jamais rencontrée ni entendue, affirme péremptoirement que j'ai une éducation nocive pour ma fille, qu'elle passe de mauvais week-ends chez moi, et conclut que mon droit de garde devrait m'être retiré. Je suis scandalisé de cette façon peu professionnelle de procéder, et ce, pour plusieurs raisons. Elle engage une psychothérapie de ma fille sans m'en informer ni demander mon accord. Elle valide les propos de ma femme, pire, les fait siens sans avoir entendu mon point de vue. Elle atteste de choses qu'elle n'a pas pu voir n'étant jamais venue à mon domicile. Madame Blé est totalement manipulée par mon ex-femme qui n'a engagé ce suivi psychologique que pour obtenir cette attestation qui lui permettrait de réviser le droit de garde et, par voie de conséquence, d'accroître le montant de la pension alimentaire que je lui verse, et qui est déjà très élevé. Je suis choqué que l'on puisse dire que je suis un mauvais père, qu'il y a des principes éducatifs inadaptés, alimentation, rythme de vie, parce qu'une fois, j'ai emmené ma fille dans un fast-food. Dans ce cas, on devrait retirer le droit de garde à bien des parents. J'essaie d'être un bon père, et malgré les circonstances, je fais en sorte de consacrer tout mon temps et mon affection à ma fille lorsque je l'accueille le week-end. Elle ne me paraît ni dépressive, ni déséquilibrée. Bien sûr, elle regrette la séparation de ses parents, mais, contrairement à ma femme, je n'essaie pas de m'en servir pour régler nos problèmes de couple. C'est son implication dans notre conflit qui est nocive, et je vous serai reconnaissant de bien vouloir engager une procédure contre Madame Blé, et qu'à minima, elle réfute son attestation et me présente des excuses. Bien sûr, si le droit de garde était retiré, j'irai plus loin
et demanderai réparation des dommages subis. En vous remerciant pour l'attention que vous voudrez bien porter à ma demande, et dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Président, mes respectueuses salutations. Monsieur Lucien Gémal, Paris, le 12/09/2017. La Corélie à Monsieur Lucien Gémal. Monsieur, la FFPP a bien reçu votre courrier en date du temps qu'elle a transmis à sa commission de régulation des litiges, la Corélie. Cette commission est une instance interne à la FFPP qui a pour mission de traiter les plaintes formulées à l'encontre des psychologues ou les litiges entre psychologues. Après étude approfondie et contradictoire de la situation exposée, elle émet un jugement qui peut aller de l'abandon des poursuites, dans les cas où la plainte ne paraît pas justifiée, à la mise en place d'une conciliation ou d'une médiation entre les parties, jusqu'au prononcé d'une sanction à l'encontre du psychologue. Vous trouverez toutes les informations sur la Corélie, sa définition et son règlement sur le site de la FFPP. Il vous appartient maintenant de décider si vous souhaitez que la Corélie se saisisse de votre plainte, qui sera alors traitée de manière contradictoire, c'est-à-dire en informant la personne incriminée de votre plainte, de façon à ce qu'elle puisse se défendre face aux arguments que vous soutiendrez. Si vous ne souhaitez pas suivre cette procédure, votre demande et votre chèque seront transmis à la Commission nationale consultative de déontologie des psychologues, CNCDP, qui formulera un avis général sur la situation que vous décrivez, mais de façon anonyme. Dans le cas où vous souhaiteriez poursuivre la procédure auprès de la Corélie, nous vous invitons à joindre à votre réponse tout document que vous jugeriez propre à éclairer la commission, documents qui seront transmis aux psychologues mis en cause. Nous vous prions de nous répondre par retour du courrier. Si toutefois, d'ici à 15 jours, nous n'avons pas reçu votre réponse, votre courrier sera transmis à la CNCDP. Nous vous prions, monsieur, d'agréer l'expression de nos salutations distinguées, la secrétaire Anne, le 18 septembre 2017. Madame, tout d'abord, je vous remercie d'avoir bien voulu prendre en considération ma plainte et je fais suite à votre courrier en date du 18 septembre 2017. Je vous donne mon accord pour informer Madame Blé de ma démarche, mais elle doit probablement déjà le savoir par le biais de mon avocat qui en a informé le sien. Je comprends parfaitement que vous ne puissiez pas sanctionner un de vos membres sans vérifier les bien-fondés des accusations qui ont été portées à son encontre. À nouveau, je vous confirme que je n'ai eu aucun échange direct ou indirect avec cette psychologue. Et je vous joins par ailleurs l'attestation qu'elle a rédigée et qui me porte tort, comme vous pourrez en juger par vous-même. Alors, le texte de l'attestation rédigé par Madame Blé. Madame Blé, 8 chemin Perché, Paris, le 5 septembre 2017, 75 010 Paris, numéro d'ADI, 17 512 36 42, membre de la FFPP, psychologue, attestation. Je sous-signais Madame Blé, AK, psychologue, suis en psychothérapie la jeune aussi Gémal, âgée de 6 ans. Elle m'a été adressée par sa mère suite au vécu traumatique du divorce en cours. Cet enfant souffre d'insomnie, ponctuée de cauchemars, et bien que de bon contact social, elle a du mal à accepter le dispositif de garde alterné, en particulier chez son père. Les week-ends, chez celui-ci, ne se déroulent pas harmonieusement, de par les principes éducatifs du père, inadaptés à l'âge de cet enfant, et ce, tant sur le plan alimentaire qu'au niveau du rythme de vie. Aussi a besoin de stabilité. Et, parallèlement à la poursuite de la psychothérapie en cours, nous recommandons, au moins temporairement,
la suspension des week-ends chez son père. Attestation produite pour valoir ce que le droit, Paris, le 5 septembre 2017, Madame Blais, psychologue. Cette attestation mensongère est extrêmement préjudiciable pour plusieurs raisons. Cette psychologue s'immisce dans mon couple en s'appuyant sur les seuls éléments apportés par mon ex-épouse. Elle porte une appréciation négative sur mon rôle parental sans jamais en avoir évalué mes capacités. Elle met en œuvre une psychothérapie dont je doute du bien fondé, sans mon accord explicite. Elle recommande le rejet de la garde alternée en outrepassant de loin ses fonctions. Je pense que vous avez là suffisamment d'éléments pour la sanctionner. Bien sûr, je reste à votre disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez avoir. Dans l'attente de votre décision, veuillez agréer Madame mes salutations les plus cordiales. Monsieur Lucien Gémal. Chers collègues, la Commission de régulation des litiges de la FFPP, la Corélie, a reçu une plainte à votre rencontre de M. Lucien Gémal. Nous vous rappelons qu'en tant que psychologue adhérente à la FFPP, vous vous êtes engagé à respecter le code de déontologie et, comme vous en avez été informé par lettre, la FFPP a mis en place une procédure contradictoire pour traiter les plaintes émises à l'encontre des psychologues, qui peuvent être d'ailleurs ou non justifiées, ou les litiges entre psychologues. Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des reproches qui vous sont faits, si joint les courriers, et de nous envoyer sous 15 jours tous les documents que vous jugeriez utiles pour assurer votre défense. En l'absence de réponse de votre part, la Corélie se verra contrainte de poursuivre la procédure sans éléments contradictoires. Nous vous prions, chers collègues, de croire en l'assurance de nos sentiments dévoués, la secrétaire, Paris, le 22 septembre 2017, nota bene, la définition et le règlement de fonctionnement de la Corélie sont consultables sur le site de la FFPP. Pièce jointe, 2 courriers. Madame la secrétaire de la Corélie, je ne suis que partiellement étonnée par votre courrier, car l'avocat de Madame Gémal m'a informé de la démarche en cours. Je prends acte de celle-ci, bien que j'eusse préféré que M. Gémal s'adresse directement à moi. J'ai bien intégré que la FFPP, à laquelle j'appartiens, a mis en place un dispositif de régulation des litiges en lien avec la déontologie, mais probablement comme beaucoup, je ne pensais pas que j'y serais confrontée. J'ai bien lu les 2 courriers de M. Gémal et cela appelle de ma part 2 remarques. La première, je ne crois pas que M. Gémal ait aucune compétence pour évaluer la nécessité d'une psychothérapie et au demeurant, j'en ai informé la mère d'Aussi qui m'a donné son accord. La seconde, je ne vois pas quelle faute déontologique j'aurais pu commettre, étant très vigilante sur le secret professionnel. Et d'ailleurs, M. Gémal lui-même n'y fait pas allusion. Visiblement, M. Gémal est pris dans un conflit conjugal et cherche à utiliser toute situation qu'il pourrait mettre à son profit, y compris en m'incluant dans ce conflit dont je ne suis pas partie prenante. En conséquence, je vous serai reconnaissante de bien vouloir m'indiquer s'il y a une faute déontologique, si oui, laquelle, et sur quels arguments vous vous fondez pour l'affirmer. En vous remerciant de bien vouloir me tenir informé des suites que vous donnerez à cette affaire, je vous prie d'agréer, Madame, mes confraternelles salutations, Madame Blais, psychologue. Bon, bah bien. Alors, nous avons reçu une nouvelle demande. Toutes les pièces nous ont été transmises par la secrétaire. Malheureusement, je crains qu'une fois de plus, cette plainte concerne un écrit professionnel et une attestation
puisque c'est une des situations les plus récurrentes auxquelles nous sommes confrontés. Donc nous sommes réunis en instruction. L'instruction est ouverte. Madame la secrétaire, vous avez la parole. Merci. Alors, chers collègues, je vous rappelle que l'instruction doit statuer sur 3 points. Premièrement, cette plainte est-elle recevable? Deuxièmement, si oui, quels articles du Code sont concernés? Et troisièmement, une proposition de conciliation ou de médiation doit-elle être envisagée? Je pense que cette plainte peut être examinée car les critères de recevabilité sont de mon point de vue remplis. Il s'agit bien d'une psychologue FFPP et les points de litige portent bien sur la conduite déontologique de la psychologue. Les deux parties sont d'accord pour que nous traitions ce litige. Bon, mais peut-être que nous pourrions envisager de proposer une conciliation, une médiation. Écoute, nous verrons ce point dans un troisième temps. Puisqu'apparemment tout le monde semble être d'accord sur la recevabilité de la plainte, je propose que nous traitions le second point, à savoir quels sont les articles du Code concernés. Il semblerait que Madame Blé ait involontairement pris parti pour Madame Gémal en ne prenant pas suffisamment en compte le père. Et oui, l'enfant étant mineur, ce sont les deux parents qui doivent donner leur accord pour qu'une psychothérapie soit mise en œuvre. Alors nous faisons référence ici à l'article 11 du Code de déontologie qui précise, je cite, « L'évaluation, l'observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés, proposés par le psychologue, requiert, outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins de son représentant, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux. » Oui, je crois qu'il faudra souligner l'importance du traitement équitable des parties dans ce contexte et dans un contexte de conflit parental. Oui, effectivement, l'attestation, tant sur la forme que sur le fond, semble contestable. Madame Blé n'utilise pas le conditionnel. Elle affirme les choses péremptoirement. Et par ailleurs, elle évalue le père, son comportement, sans l'avoir rencontré. Dans son article 13, le Code précise, je cite, « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même. » Et de ce point de vue, on peut même dire qu'il n'y a pas eu de respect des droits de la personne en intervenant auprès d'aussi sans en avoir le consentement libre et éclairé du père. Je crois que nous devrions aussi nous positionner sur le point soulevé par Madame Blé, à savoir la mise en œuvre de la psychothérapie. Si sur la forme, elle aurait dû avoir conjointement le consentement du père, sur le fond, elle est autonome quant au choix de ses méthodes et de ses outils. Ah oui, je suis de l'avis de Marie-Claude, et nous devons dans ce cas nous référer aux principes généraux de notre Code, et plus précisément au principe 3, responsabilité et autonomie, qui énonce, je cite, « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre, et des avis qu'il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Oui, mais si globalement, Madame Blé a commis des erreurs, il semblerait peut-être que M. Gémal tienne aussi des propos peu recevables. Mais tout de même, les conditions sont-elles réunies pour mettre en œuvre une conciliation, une médiation entre les parties? Je ne pense pas, car les critères d'une mise en œuvre d'une conciliation-médiation, conformément à notre procédure, ne sont pas réunis. Je rappelle qu'au moins 2 critères doivent être présents. Le litige doit plutôt être dû à une incompréhension réciproque qu'à une faute du psychologue. Il faut aussi qu'il y ait intérêt des parties à trouver un compromis, un terrain d'entente. Dans le cas présent, aucune relation n'est établie entre les parties.
Il ne s'agit pas de les aider à travailler ensemble, mais plutôt de donner le point de vue de la Corélie sur la conduite déontologique du psychologue. Je vous rappelle que la médiation est une alternative au règlement du conflit, qu'elle nécessite l'accord des parties pour l'intervention d'un tiers et qu'elle a pour objet de trouver un compromis ou une solution acceptable par les parties. Il me semble qu'effectivement les conditions ne sont pas remplies ni réunies pour proposer une médiation-conciliation. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Ok. Bien. Anne, tu as les éléments suffisants pour rédiger une synthèse donc, de l'instruction de ce cas afin que je puisse convoquer la Corélie en commission plénière. Oui, et je crois qu'on peut lever la séance. Alors, notre dispositif est tel dans notre fonctionnement que le bureau est permanent, mais effectivement, on accueille à chaque fois des personnes nouvelles en fonction donc, du cas proposé ou de l'avis que nous avons en rendre. Donc, je propose un rapide tour de table et qu'on puisse se présenter en 2 mots. Donc, je continue. Je m'appelle Patrick et je suis le président de la Corélie. Anne, secrétaire de la Corélie. Anne-Sylvie, membre de la Corélie, assesseur. Marie-Claude, assesseur. Claire, je suis ici en tant que représentante du secteur d'exercice de la psychologue incriminée, à savoir l'exercice libéral. Je suis Sylvie, membre du bureau régional de la FFPP Île-de-France où réside Madame Blais. Je tiens à préciser que je connais cette collègue et que je me fais un devoir, dans la mesure du possible, de défendre son point de vue. Très bien, les présentations sont faites. Je rappelle, je tiens à préciser que moi aussi, j'ai été président de la CNCDP. Alors, donc en plénière, je rappelle que nous avons à délibérer sur 2 points en particulier. Premièrement, la définition des manquements éventuels à la déontologie de la psychologue FFPP, Madame Blais. On doit statuer sur ce point. Et deuxièmement, la définition des mesures que nous proposons face à ces manquements constatés. Tout le monde a bien reçu les documents? Oui? Ok. Et écoutez, Madame la secrétaire, donc, vous voulez bien présenter la synthèse de ce dossier? Oui, Monsieur le Président. Madame Aka Blais est membre de la FFPP depuis 4 ans sous le numéro Adélie Intel. Elle réside à tel endroit, dans le 10e arrondissement de Paris, où elle a établi son cabinet libéral. Elle fait l'objet d'une plainte de la part de M. Lucien Gémal, résidant dans le même quartier qu'elle. La plainte de M. Gémal porte sur 1. Le fait que Mme Blais a engagé une psychothérapie de sa fille aussi, âgée de 6 ans, sans l'informer ni demander son accord. 2. Le fait qu'elle prenne partie dans la procédure de divorce en cours en rédigeant une, je cite, attestation mensongère qui lui porte un préjudice grave. Fin de citation. 3. Il met en doute enfin la pertinence de la psychothérapie qui pour lui est un moyen utilisé par sa femme pour obtenir de la psychologue une attestation en sa défaveur. En défense, Madame Blais dénie à M. Gémal toute compétence pour évaluer la nécessité d'une psychothérapie. Elle affirme avoir informé Mme Gémal qui a donné son accord. Elle ne voit pas quelle faute déontologique elle aurait pu commettre, car elle est très respectueuse du secret professionnel, ce que ne remet pas en doute M. Gémal, souligne-t-elle elle-même. En conclusion, dit-elle, au courant du dispositif de la Corélie, elle demande quel manquement à la déontologie elle aurait pu commettre, et si elle en a commis, sur quels arguments nous nous fondons pour l'affirmer. Voici l'analyse qui est issue de la formation d'instruction. Il s'agit donc d'un litige entre un père et une psychologue qui suit en psychothérapie sa fille. La psychologue a par ailleurs produit une attestation en défaveur de celui-ci et remet en question la garde alternée chez le père. Aucun élément ne portant sur une éventuelle dérogation au secret professionnel
la commission d'instruction n'a pas retenu cet aspect. La commission a retenu 2 dérogations potentielles au code et en a invalidé une 3e. Premièrement, l'absence d'information et d'accord du père pour la mise en œuvre d'une psychothérapie de sa fille. Dans la mesure où le père, dans le cadre de la procédure de divorce, continue à exercer son autorité parentale, son accord est indispensable et la psychologue aurait dû le solliciter. Il s'agit ici de l'article 11 du Code qui n'a pas été respecté. En effet, si une autorisation d'un seul des parents est suffisante pour un acte de la vie quotidienne, par exemple un changement de rendez-vous, l'autorisation conjointe des 2 parents est nécessaire pour un acte plus conséquent, comme l'engagement d'une psychothérapie. Mais peut-être que Madame Blais pensait que Madame Gémal avait prévenu son mari et qu'il n'y avait donc pas lieu de le faire. Nous n'avons aucun élément dans ce sens. Et au demeurant, Madame Blais ne conteste pas l'affirmation de M. Gémal de ne pas avoir été entendu, semblant penser que le seul accord de la mère était suffisant. Et d'autre part, compte tenu du contexte conflictuel entre les 2 parents et la demande d'attestation en est vraiment une preuve manifeste, la psychologue aurait dû être plus prudente. Et même si elle pensait que la mère en avait informé le père, elle aurait dû s'en assurer par elle-même. Visiblement, il semble qu'il y ait là aussi consensus concernant ce premier point, et qu'il y a bien donc un manquement à l'article 11 concernant le consentement éclairé. Bien, je note. Le 2e point porte sur la rédaction d'une attestation mensongère. L'examen de l'attestation confirme que son élaboration a été problématique pour 2 raisons. Premièrement, le psychologue ne peut réaliser d'évaluation que sur des personnes qu'il a effectivement rencontrées, article 13. Deuxièmement, le psychologue doit éviter les propos affirmatifs et péremptoires. Ne croyez-vous pas qu'on devrait aussi se référer à l'article 25 du Code ? L'article 25 du Code précise « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » En acceptant de rédiger une attestation à la demande de la mère au sujet de sa fille, Madame Blais savait que cette attestation serait utilisée par la mère en justice. Elle aurait donc dû se montrer prudente quant aux éléments qu'elle a choisi de transmettre. Par exemple, elle aurait dû rédiger son attestation sous la forme d'hypothèse, en usant de précautions écrites. Oui, c'est vrai, mais la prudence dans les écrits s'apprend et elle se transmet. Il peut s'agir ici d'un manque de connaissances quant à la forme et les précautions que doivent prendre les écrits professionnels. Tout à fait. Permettez-moi de vous rappeler que les psychologues en libéral travaillent seuls et ne peuvent généralement pas s'appuyer sur un collègue pour déterminer la conduite à tenir. Oui, mais il y a des supervisions ou des groupes d'analyse de la pratique. Ces dispositifs sont des lieux de réflexion sur la pratique. Il est peu probable que la façon dont doit être rédigée une attestation soit traitée. La supervision n'est pas un espace d'enseignement au sens premier du terme. Sans vouloir dénier la responsabilité de notre collègue, c'est la formation universitaire qui est en cause. On n'enseigne pas les techniques de rédaction des écrits professionnels, ni d'ailleurs le code, qui n'est souvent abordé que de façon très superficielle. Oui, j'entends ces arguments, donc même s'il y a des circonstances atténuantes, il y a bien eu, au regard du code, une conduite inadaptée dans la formulation de l'attestation. Ça va? On est d'accord? Oui. Ok. Examinons donc le 3e point. 3e point, le père conteste sur le fond la mise en œuvre d'une psychothérapie. Nous n'avons pas retenu ce reproche et nous donnons sur ce point raison à la psychologue. Conformément au principe 3 de notre code, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu'il formule. Il faut bien préciser que l'on dissocie la question du consentement éclairé de la question du choix des techniques mises en œuvre. C'est toute la question de l'autonomie technique du psychologue.
On ne doit pas la remettre en cause, sachant que le pendant de cette autonomie est la responsabilité de celui-ci. Oui, et c'est important de le signifier au père en dissociant bien les deux aspects. Je pense que c'est un élément rassurant pour notre collègue qui constatera que nous ne cherchons pas systématiquement à la mettre en accusation. Bien, ce premier axe étant traité, je vous propose de passer au second, c'est-à-dire, puisque nous sommes d'accord maintenant sur l'écart ou le décalage que l'on peut constater, donc quelles mesures nous prévoyons, quel accompagnement. Alors je me permets d'abord de vous rappeler les sanctions et les mesures d'accompagnement prévues par notre règlement de fonctionnement. Les mesures d'accompagnement sont les suivantes. L'information, le conseil, la formation, la guidance déontologique, la participation à un groupe d'analyse de la pratique, la participation à une supervision individuelle, enfin, la conciliation, la médiation, c'est une mesure que nous avons écartée dans le cas présent. Les sanctions, quelles sont-elles? L'avertissement, la suspension temporaire des avantages liés à l'adhésion, le retrait des mandats éventuels, la réparation, y compris financière, la suspension temporaire de la qualité de membre, la radiation de la FFPP. Sans oublier bien sûr que nous pouvons combiner les mesures d'accompagnement et les sanctions. Je crois que nous avons vu que Mme Blais a des circonstances atténuantes. Nous ne devons pas être trop sévères à son égard. La question n'est pas d'être trop ou pas assez sévère, mais de limiter les mésusages et de faire en sorte que si une conduite, au regard du code, est inadaptée, il faut qu'elle soit corrigée. D'accord, mais la sanction devrait rester symbolique et nous devrions nous concentrer sur les mesures d'accompagnement. C'est quand même aller un peu vite en besogne. N'oublions pas que le père a demandé réparation du dommage subi et notamment que l'attestation soit réfutée et que des excuses soient présentées. Il me semble que la réparation demandée par le père est juste et qu'elle est suffisante en termes de sanctions à mettre en œuvre. Oui, il me semble également qu'il n'est pas nécessaire de rechercher d'autres sanctions, comme le disait Sylvie. Peut-être nous devrions nous concentrer davantage sur des mesures d'accompagnement. Avant toute chose, je crois qu'il faut fournir des explications à notre collègue sur les écarts que nous avons constatés. Rappelons que dans son courrier, elle veut savoir quels sont les manquements au code et quels sont les arguments sur lesquels nous nous fondons. Je me charge de fournir ces explications à Mme Blais, tout en conservant bien sûr l'anonymat des débats. Quelle autre mesure d'accompagnement pensez-vous utile de proposer? Tout à l'heure, il y avait un consensus pour dire qu'il s'agissait moins de faute par imprudence que de méconnaissance. Si nous restons cohérents avec nous-mêmes, nous devrions proposer une formation aux écrits professionnels et en particulier aux attestations. Oui, cette formation lui permettra de parfaire ses connaissances et devrait lui éviter de reproduire les mêmes erreurs. C'est nous qui devons proposer cette formation? Non, pas exactement. En fait, c'est à elle de rechercher la formation ad hoc. Alors, je disais que, en fait, c'est pas nous qui cherchons la formation ou la mesure d'une manière générale. C'est à la psychologue donc, de faire la démarche. Par contre, nous validons le contenu proposé en nous assurant que cette formation traite bien de la problématique rencontrée. Et par ailleurs, nous nous assurons qu'elle a bien été réalisée en demandant l'attestation à l'issue de cette formation. Notre rôle, c'est à ce niveau-là. Et à ce stade, il me semble qu'il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre d'autres mesures d'accompagnement. On est d'accord? On va donc se limiter à ces mesures-là. Donc je crois qu'on arrive au terme de la délibération. Donc je résumerai de la manière suivante. La plainte de M. Gemal nous a paru recevable et juste. Nous avons constaté une conduite déontologique inadaptée de Mme Blais sur 2 points. La rédaction d'une attestation, la non-obtention du consentement de M. Gemal. Le troisième grief qui a été reproché, le choix de la modalité d'intervention n'a pas été retenu. Je vais informer Mme Blais de notre délibération, lui proposer de retirer son attestation et l'inviter à engager une formation sur les écrits professionnels. Nous pourrons alors aviser M. Gemal de notre délibération. Bien entendu, je vous tiendrai informé de la suite qui sera donnée à ce litige.
Nous pouvons maintenant clore ce dossier. Et puisque c'était le dernier, donc je vous remercie de votre participation et vous souhaite un bon retour chez vous. Les litiges qui peuvent être, oui, ça marche. Les litiges entre psychologues qui peuvent être proposés à la comédie concernent-ils des psychologues de la FFPP uniquement, que les deux psychologues soient à la FFPP? C'est une question, mais normalement, pas forcément les deux, hein, ça peut être un psychologue externe, mais il faut qu'au moins un des deux soit de la FFPP, et évidemment, généralement, c'est, en tout cas dans la procédure telle qu'il est prévu, c'est une plainte contre un psychologue de la FFPP, puisque seuls les psychologues de la Fédération se sont engagés à respecter le code. Donc si c'est quelqu'un qui n'est pas de la FFPP, on peut retenir sa plainte, mais on ne peut pas l'interpeller en tant que tel. Pour revenir à votre pièce, je n'ai pas entendu à la fin que vous gardiez le fait qu'elle devait faire une lettre d'excuse. J'ai bien entendu dans le... Alors, est-ce que c'est parce que vous l'aviez pas retenu ou ça a été un oubli à la fin qu'elle retire son attestation, d'accord, mais qu'elle fasse une lettre d'excuse, vous ne l'avez pas repris. Alors, est-ce que c'est parce que vous pensiez que vous ne pouvez pas proposer ça? Est-ce que... Enfin, voilà. Non, enfin, à nouveau, il y a le côté un peu théâtral qui fait que c'est pas tout à fait le reflet de la réalité. Là, en théorie, on rappelle, on appelle Madame Blais, il y a un échange avec elle, on lui explique donc les suites qui sont données, et effectivement, ce point-là aurait dû ou serait intégré. Je voulais souligner, dans le déroulé, ce qui est appréciable, c'est de voir la bienveillance en fait envers les collègues. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas justement dans la sanction, on comprend, et puis ensuite de mettre en place derrière des mesures correctives. Et je porte la voix de Sophie, on partage la même opinion, c'est que plus qu'une sanction, quand on parle de la corrélée, c'est plutôt une garantie qu'on peut plutôt mettre en avant. C'est plutôt bien d'avoir une corrélée au sein de Alors ça, on le doit au CAF. Je vous rappelle que le règlement de fonctionnement des procédures, s'il y a bien un groupe de travail qui a élaboré et fait des propositions, c'est le CAF qui, in fine, a défini le cadre et validé les choses. Et c'est entre autres une demande qui a émané du CAF justement d'être vigilant quant à la bienveillance d'accompagnement de nos collègues. Donc on l'a traduit après et dans le règlement et dans les faits, bien évidemment. Bonjour, juste pour bien comprendre, en fait, quand il y a une plainte qui est déposée à l'encontre d'un psychologue pour une attestation ou autre, est-ce que ça passe nécessairement par donc la FFPP? Qu'est-ce que ça change d'être membre ou pas? J'ai entendu que vous ne communiquiez pas avec le psychologue qui n'était pas membre de la FFPP, mais concrètement, qu'est-ce que ça change d'y adhérer ou pas? J'ai entendu qu'on s'engage à respecter le code de déontologie quand on y adhère, mais au niveau des poursuites, est-ce que ça change quelque chose? Oui, bien sûr, ça change quelque chose. On ne peut pas reprocher à quelqu'un un engagement qu'il n'a pas pris. Donc c'est pour cela que la première phase, ça a été d'envoyer un courrier. Si vous voulez, si on reprend juste un tout petit peu l'historique, nos statuts prévoient que de radier éventuellement un psychologue membre de la fédération s'il commet une infraction grave au niveau de la déontologie. Ça, c'est ce que prévoient nos statuts. Mais dans les faits, rien concrètement n'a été défini, organisé. On était resté au niveau du principe. En dehors du fait que, comme Benoît l'a introduit tout à l'heure,
il y avait aussi une volonté d'expérimenter un mode de régulation de la déontologie, puisqu'aujourd'hui en France, ce n'est pas le cas, contrairement à d'autres pays européens. Donc nous avons traduit donc, ce qui existe dans les statuts en disant très clairement à tous les psychologues un courrier leur a été adressé. On vous rappelle qu'en étant membre de la FFD, vous vous engagez à respecter le code. Et si jamais il y a un souci par rapport à ça, on met en place ce dispositif expérimental pour le régler. Du coup, ça ne peut s'appliquer qu'à des psychologues de la FFPP. C'est-à-dire que les autres psychologues, on ne peut pas les obliger à s'engager parce qu'ils ne sont pas formellement engagés à respecter le code. Donc on ne peut prendre que des plaintes concernant les psychologues FFPP. J'anticipe un tout petit peu puisque ça sera pour le prochain CAF. Nous avons travaillé dans la Corélie sur la question de la médiation et conciliation et un amendement concernant les employeurs parce qu'on a été confronté au cas d'une psychologue qui nous a écrit pour se plaindre de son FFPP, mais pour se plaindre de son employeur qui la mettait dans des conditions déontologiques qui étaient insatisfaisantes. On n'a pas pu le traiter puisque théoriquement c'est l'inverse. Nous, on doit traiter les questions des plaintes contre les psychologues et non pas l'inverse. En même temps, la mission de la fédération est aussi une mission de protection des psychologues. Donc on a travaillé, et je le disais tout à l'heure à Benoît, nous demandons donc à ce que ça soit mis au prochain cadre à l'ordre du jour, pour qu'il y ait un amendement pour que nous puissions traiter aussi les situations où le psychologue est maltraité sur le plan déontologique, et même si c'est lui qui énonce le problème, on puisse après traiter, puisqu'on a défini les modalités, la problématique entre l'employeur et le psychologue. Dans le cas présent, on ne peut traiter que des psychologues FFPP. J'explicite un petit point, puis j'adresse une question à Patrick. J'explicite un petit point parce que, pour la nécessité du scénario et de la procédure, il y a une simplification de la situation au sens où l'avocat préconise à la personne de s'adresser directement à la FFPP. Alors, ce ne sera sûrement pas, vraisemblablement pas le cas très souvent, donc on n'est pas très connu de ce point de vue-là. Et qu'est-ce qui se passe? Et voilà quelle est la procédure. C'est que si les avocats savent qu'il existe une CNCDP, la procédure veut que la FFPP, servant à la fois de financeur, mais de organisationnel à la CNCDP, jusqu'ici, les courriers ne sont pas adressés aux membres de la CNCDP, mais sont adressés au siège. Il y a une discrétion totale et une obligation. Donc, la responsable du siège, quand elle reçoit le courrier pour la CNCDP, redirige vers la CNCDP. Sauf que, dans la mesure où on a établi un contrat, ici, elle examine d'abord si effectivement il s'agit d'un membre de la FFPP. Si c'est quelqu'un qui n'est pas membre de la FFPP, le seul dispositif prévu, c'est effectivement de renvoyer ce courrier vers la CNCDP, qui est le seul dispositif qui existe pour l'ensemble des psychologues. Si la personne est membre de la FFPP, à ce moment-là, la personne qui pose la demande est informée de la possibilité qu'elle a du double circuit, en disant attention, vous avez la possibilité de recourir à la CNCDP, et dans la mesure où c'est une personne membre de la FFPP, vous avez aussi un autre dispositif. Regardez dans les statuts, allez voir, vous avez une possibilité d'action. Une fois qu'elle est informée, elle pose son choix. Et à ce moment-là, elle peut dire simplement je préfère un éclairage de la situation avec un avis de la CNCDP qui restera un avis anonyme que je recevrai, je traiterai comme bon me semble, ou bien je mets effectivement une procédure puisqu'il s'agit d'un psychologue de la FFPP. Étant entendu que tous les adhérents ont été informés, il y a eu un vote du CAF, quand on prend sa carte à la FFPP, on choisit d'engager sa responsabilité au regard du code. Alors, la petite question que j'allais poser à Patrick, parce que ça a été dit rapidement, mais là, il y a une vraie question, on est dans une phase d'expérimentation. Si vous avez fait gaffe dans la liste des sanctions, il a été question de réparation financière. Là, c'est pas tout à fait ça, du point de vue juridique. Donc là, peut-être vous pourrez nous éclairer sur cette question, parce que c'est une question d'importance. Nous, ne serait-ce que prendre en charge les frais de dossier, c'est une forme de réparation financière. C'est-à-dire que si une personne se plaint, on va lui demander de payer des frais de dossier, parce que ça, c'est la décision qui a été actée. Un des éléments, c'est de proposer au psychologue de bien vouloir rembourser les frais de dossier à la personne plaignante, si tant est qu'il est concerné. Là aussi, je rappelle qu'on est dans le cadre d'un dispositif expérimental. Ça veut dire qu'il y aura un bilan
à partir déjà des concepts, de ce qui a été élaboré, probablement à partir de quelques cas, pas beaucoup. Il n'y a pas de raison de penser que les psychologues FEPP sont mieux ou moins mal, ou fonctionneraient moins bien que les autres psychologues. Donc on voit le nombre de plaintes qui arrivent à la CNCDP, globalement, dans une année. Donc nous on estime qu'on aura peut-être 2 ou 3 plaintes maximum sur la durée de l'expérimentation. Mais l'expérimentation, c'est justement de tester les différents maillons, et notamment la question des mesures d'accompagnement, des sanctions, quel type de sanctions, si elles sont pertinentes, pas pertinentes. Alors, non seulement on le mettra en œuvre, mais on aura aussi une distance suffisante pour voir, notamment avec les collègues, qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui ne passe pas, qu'est-ce qui peut être reçu par-dessus. Je reviens sur la question qui a été posée avant, et pour une partie de la section, la réponse a été que ça serait traité en CAF. Alors, à la fois peut-être l'acronyme et la notion derrière ce que c'est que CAF peut être un petit peu flou, ça pourrait alors la peine de la préciser assez simplement peut-être. Excusez-moi. Je vais donner justement, je me disais, si je suis étudiant aujourd'hui et que je viens ici, j'écoute bien la pièce de théâtre et je pense que j'en saisis plein de choses. Par contre, pour la suite, ça peut paraître un peu compliqué. Parce que, par exemple, l'histoire du code, on en parle ou pas, ça a été évoqué d'ailleurs dans la pièce pendant les études, et parfois on en parle de manière, le code de déontologie des psychologues, on en parle de manière un peu erronée, un peu, à l'université, et notamment laissant parfois entendre aux étudiants qui vont sortir de la fac comme jeunes professionnels qu'il aurait une valeur réglementaire. Voilà. Et donc là, ça crée un trouble. Donc nous tous ici, quasiment professionnels, ou en tout cas anciens, on sait qu'il n'en a pas de valeur réglementaire. Mais parfois, les étudiants, et pour les rencontrer en Master 2, très souvent, ils sont complètement étonnés en disant « Ah bon, mais il n'est pas opposable ?» Enfin, même opposable, c'est pas toujours en ces termes-là que ça apparaît. Donc, le code, il a une belle histoire, un très très beau contenu. Il est issu d'un long travail, un long cheminement de nombreuses organisations professionnelles. Mais pour l'instant, toutes ces organisations professionnelles, justement, n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la suite. Et sur la suite, qui est la question de la réglementation qui tournait autour de l'histoire de l'ordre, quand même. Voilà, ça c'est juste pour rappeler un petit contexte historique pour ceux qui débutent un petit peu. Le CAF, c'est le Conseil d'administration fédérale. J'avais dit. Ah oui, bien sûr. Et donc la suite, pour les acronymes, Corélie, vous avez vu, c'est le joli mot pour Commission de régulation des litiges. Et la FFPP, cette jolie fédération française des psychologues et de psychologie, est organisée, structurée en différentes instances, avec un bureau fédéral, c'est-à-dire un BF, avec des coprésidents et des membres de ce bureau, avec un BFE, qui a failli être BFFE, mais qui est BFE finalement, Bureau fédéral élargi, qu'on ouvre aux commissions et aux régions, et puis un conseil d'administration fédéral, qui est notre fameux CAF, qui est le lieu de vote et de décision. Juste une question, est-ce qu'on est en train de rouler vers un ordre des psychologues alors? Le fondement du GIREDEP, c'était de trouver des solutions dont la base est d'avoir une solution alternative à un ordre. D'accord? Donc ça c'est la base et on est toujours sur cette ligne, qui est une ligne politique qui a été définie, votée, et sur laquelle on est engagé. Je reprends juste un petit exemple, parce que vous savez, par rapport à la Corélie, il y a un groupe de travail, ça a bossé pendant longtemps. Effectivement, une fois que le projet est travaillé à l'intérieur du groupe, qu'il est diffusé, il y a des échanges, c'est donc préparé pour un conseil d'administration. Les points saillants sont sortis, puis de lieu à débat, puis on tranche sur le plan politique. La question, par exemple, de la nature et du degré des sanctions, ça a été bien évidemment un aspect important. Je prends un autre exemple parce qu'il est très clair, on l'a mentionné, c'est le coût. Je rappelle que les demandes de traitement de dossier de la CNCDP sont de 50 €. Je crois que l'estimation a été faite, le coût réel est à peu près 10 fois supérieur en termes de déplacement, de coût administratif, c'est ça que ça coûte, et c'est ça qu'on finance parce que c'est un investissement politique. Voilà.
Donc quand il s'est agi de ces dossiers-là, il a fallu faire un choix. On a décidé, et c'était la bonne raison, quel que soit le degré réel du coût, si là on est dans des situations de médiation, ce sera quand même plus costaud, mais de garder la même somme. Pourquoi? Tout simplement avec cette idée que le critère de coût ne soit surtout pas un élément décisionnel quand des gens auraient à choisir entre recours à la CNCDP ou vers la Corélie, que le choix soit fait uniquement sur des données de fonds. Encore un acronyme, CNCDP, donc même si c'est un petit peu comme pour le forum de la FFPP, même si beaucoup consultent ce site, c'est une commission nationale consultative de déontologie des psychologues. Et s'il y en a beaucoup qui consultent, vous pouvez vraiment consulter, même les juristes, parfois se servent de certains avis pour soutenir certains arguments. Donc je sais pour avoir discuté avec pas mal de juristes sur cette question-là, ils sont très intéressés par les contenus qui sont maintenant mis en ligne sur le site de la CNCDP, de cette fameuse commission consultative. Mais pour l'instant, ils ne sont pas opposables, mais intéressants. Les prérogatives d'un ordre sont définies différemment. Là, c'est parce que, entre guillemets, la profession, en tout cas les organisations professionnelles, sont arrivées à un moment de leur histoire, de leur développement, pour dire qu'il était temps de réglementer le code, avec les deux aspects. À la fois protéger les usagers des mésusages, et protéger le psychologue dans son exercice professionnel. Donc, parce qu'il n'est, à part, à nouveau, je dis toujours, l'AFPA, Pôle emploi, enfin, il y a quelques secteurs où le code est réglementé, mais de partout ailleurs, il n'est pas réglementé. Donc, mais une fois qu'on dit qu'il est réglementé, qu'est-ce qu'on fait si on constate un écart entre ce que le code prévoit et si un psychologue ne respecte pas ce code? Donc il fallait bien, et en plus on est en train dans cette ligne, dire ben, comment est-ce qu'on fait si on constate l'écart, qu'est-ce qu'on met en place? La réponse de la fédération, vous l'avez vu, c'est deux types de réponses, des mesures d'accompagnement, de soutien, des mesures de type sanction. Elle reste assez symbolique, en demeurant, vous avez vu, la nature des sanctions. Mais c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller jusqu'à la réglementation et puis en même temps dire ok, on ne fait rien, on constate, mais on ne fera rien. Pardonnez-moi, je complète juste sur l'ordre parce que j'ai oublié une précision tout à l'heure, elle est quand même importante. Quand on crée le JELADEP, c'est sur cette base, c'est en 2008. Mais quand on a fait la consultation l'an passé, la question a de nouveau été posée. On était quand même près de 10 ans plus tard. Les choses changent, les idées peuvent être travaillées, évoluer. Le choix a été maintenu dans la consultation, et on est sur une même ligne. Donc la position politique est constante et donc nous engage sur cette mesure dans les choix futurs à faire. Oui, il y a des associations. Le pourcentage, alors, je ne connais pas. On ne représente pas, voilà, fédérer, c'est une philosophie de la FFPP, on n'a pas encore atteint notre but, mais il y a donc bon train. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et d'autres choses, du coup, tout de suite, maintenant, je l'ai perdu. Et justement, en tout cas, on essaye de se rapprocher de différentes organisations avec lesquelles on n'était pas forcément d'accord il y a une dizaine d'années, puisque notamment, quand même, il faut savoir que des raisons de scission historique SNP et FFPP, c'était la question de l'ordre, et qui était, pour lequel la FFPP n'était pas favorable. Donc, et on arrive quand même aujourd'hui à retravailler ensemble, sans qu'il soit question de l'ordre pour le SNP, tout en ayant quelque chose, un minimum dénominateur commun qui serait la réglementation correcte pour la profession. Et on pense bien que 2018 pourrait aller un peu dans ce sens-là. Et sur les chiffres, donc, nous déclarons à l'EFPA à peu près 1800 membres, donc en tant qu'organisation nationale. Par ailleurs, s'il est question de proportion, c'est difficile à juger, parce que je vous renvoie vers un article qu'on a fait ensemble pour fédérer, qui est basé sur le nombre de psychologues qui existent en France. Il y a à peu près 60 000 numéros à délit, et ce chiffre est erroné à coup sûr. Ça demande un travail de Sisyphe d'approcher la réalité malgré l'enregistrement fait par les ARS. Voilà, donc c'est trop peu, bien évidemment, et que ça demande d'être dans cette optique de fédération.
c'est que quand on a établi le protocole relatif à la chorélie, il y a quelques lignes qui ont été ajoutées, c'est-à-dire le fait que les psychologues qui sont de la FFPP disent qu'ils sont de la FFPP et affichent le fait que, étant comme tels, ils sont redevables vis-à-vis de la chorélie. Ils engagent leurs responsabilités. Alors pourquoi je fais allusion à la disposition au topo de tout à l'heure, c'est que Maria Ouazani a présenté des dispositions possibles de présentation sur le net de psychologues. Il y avait une petite clause à un moment donné, appartenance à une organisation. Alors, je crois que ça a deux sens, là. Ils sont tout à fait fondamentaux. C'est celui que je viens d'évoquer, c'est étant membre d'une organisation, on s'engage et on se responsabilise. On l'affiche. Alors, je crois que c'est non pas d'abord le risque d'une sanction, c'est d'abord une valorisation personnelle et un engagement personnel. De dire, moi je prends un risque personnel et je crois aussi que c'est un risque et c'est un engagement collectif. C'est les deux aspects qui sont importants. Le caractère de soutien qui a été évoqué, il est massif. On voit bien parce que c'est aiguisé par cette question du net et de la publicité d'un certain nombre de processus où on peut être engagé dans des responsabilités. Patrick l'a rappelé tout à l'heure, la notion de juridialisation dans laquelle qui marque notre société. Alors à partir du moment où on est à risque et qu'on doit travailler ces questions, il faut à la fois s'engager parce que c'est de notre responsabilité et puis il faut être protégé en même temps. Et cette protection, ça doit être une protection collective de la profession et d'une organisation. Je crois que c'est là vraiment des dimensions tout à fait fondamentales. C'est là qu'on aura des vrais progrès. C'est ceux qu'on doit travailler avec les autres organisations. La personne, l'inventeur, le réalisateur, le metteur en scène, c'est Patrick Cohen. Je voulais bien ensemble qu'on remercie tous les collègues qui sont engagés.